Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de vipradioonline.fr. Nous vous proposons aujourd'hui notre reportage découverte au sujet de la 11e édition de Neuroplanète à Nice, vlog de l'association RVPB effectué par notre reportrice niçoise Muriel B qui a réalisé cette captation vidéo. Alors justement, vous allez pouvoir découvrir 3 extraits de 3 conférences suivantes. La première, maladie mentale des inégalités selon le sexe. Deuxième extrait de l'intelligence artificielle prédictive aux signaux faibles des bénéfices réels pour les patients. Et le troisième extrait, effet placebo. Hommes et femmes sont-ils logés à la même enseigne? Voilà, Muriel et moi-même, Jérôme, nous vous proposons donc de découvrir ces extraits des conférences qui ont eu lieu aujourd'hui, samedi 7 mars, à Neuroplanète à Nice, au centre universitaire méditerranéen. C'était Jérôme et Muriel pour RVPB, vipradioonline.fr. Telles hypothèses pour les appliquer d'un point de vue éventuellement de recherche pour trouver des cibles médicamenteuses et pourquoi pas aussi des cibles comportementales dans les thérapies comportementales pour aller encore plus loin. Pour la psychiatrie, c'est vraiment un apport important parce que ça donne aussi encore plus de crédit, de légitimité sur le plan scientifique avec ces approches-là. C'est-à-dire qu'on va au cœur des mécanismes. Ça a quand même révolutionné la psychiatrie parce que c'est vrai que depuis les années 50, les années 80, actuellement, quand on se retrouve, la psychiatrie est devenue une spécialité vraiment scientifique. Au-delà des apports de la neurologie, c'est que maintenant, c'est vrai que c'est la médecine par l'épreuve. On a quand même des médicaments qui ont révolutionné les pronostics. C'est vrai qu'avant, je vous rappelle qu'on avait des médicaments, des neuroleptiques, quand on les prenait, c'était presque des médicaments parkinsoniens. Les gens n'arrivaient pas à marcher, ils étaient immobilisés. Alors actuellement, quand on donne des médicaments, grâce encore à cette recherche animale, c'est des médicaments, on peut prendre des médicaments, on peut marcher, on peut même aller travailler avec, et ça donne de meilleurs pronostics. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas maintenant stigmatiser beaucoup plus la psychiatrie, parce que les progrès réalisés en psychiatrie et en psychopharmacologie, ça reste extraordinaire, ça rend service nous, aux praticiens, mais c'est surtout aux patients. Parce que c'est vrai que les taux d'anxiété, de dépression, même s'ils n'arrêtent pas d'augmenter par rapport à l'environnement, anxiogène, estrogène, mais c'est vrai que maintenant on a de quoi faire, et c'est vrai qu'on avance à chaque fois dans nos connaissances et sur le cerveau et sur les comportements. C'est vrai que c'est vraiment important de comprendre les mécanismes, pouvoir après les évaluer plutôt chez les animaux, pouvoir après évaluer les traitements et les transférer après chez l'homme. Alors là, je voudrais qu'on parle maintenant des différences hommes-femmes ou mâle-femelle si on est chez l'animal. Est-ce que vous pouvez observer justement chez l'animal, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les mâles et les femelles? Alors, oui, non, c'est pas si simple. Donc déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que nous, on s'intéresse au sexe biologique et absolument pas au genre, qui est donc une représentation sociale et culturelle du sexe. Surtout chez l'animal. Pardon. Et en plus, on est chez l'animal. Oui, ça, on est chez l'animal, donc on se limite à ça. Alors, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de montrer chez l'humain que finalement, c'est pas si simple, les différences ne sont pas aussi simples, et qu'il n'y a pas de. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme. Par exemple, les gonades. Dimorphisme, c'est différence entre les sexes. Exactement. Donc, les gonades mâles et les gonades femelles, c'est un dimorphisme. Il y a rien tout ça dans ça. Mais il y a des différences. Et ces différences, elles restent subtiles, partielles, et elles sont extrêmement chevauchées. Donc, en gros, il n'y a pas de cerveau bleu et de cerveau rose. Simplement, il faut aller regarder à l'intérieur des structures, enfin spécifiquement les structures, pour voir des différences chez l'humain et aussi chez les animaux. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, le Moewa Humens. Et il y a de gaz qui est une partie du cerveau. Une partie du cerveau et a une taille plus importante chez les femmes que chez les hommes. Par contre, l'hippocampe n'a aucune différence chez les hommes et chez les femmes. Donc, dire que ces différences de structure reflètent les différences hommes-femmes que l'on voit dans la société, c'est complètement faux. Et par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une extrême variabilité individuelle, en tout cas chez les humains, et que cette variabilité individuelle, c'est-à-dire entre deux personnes de même sexe, elle va être bien plus importante
que la moyenne des variations que l'on va regarder chez une cohorte d'un sexe et une cohorte de l'autre. Donc en fait, le cerveau humain, c'est une mosaïque et chaque individu est quand même bien différent. Donc il n'y a pas un cerveau des hommes, un cerveau des femmes. La différence au sein du même sexe, elle peut être beaucoup plus importante qu'entre les deux sexes. Par contre, on note des fois des petites différences sur des petites structures qui vont forcément avoir un rôle, j'imagine, Alors, et ensuite, alors, les différences interviennent, par contre, à un niveau inférieur ou supérieur, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on regarde la maturation du cerveau et quand on regarde certains chez l'adulte de la même manière, et on peut retrouver ce genre de différence dans nos modèles rats et souris, notamment dans ce cortex préfrontal. Ce que l'on peut voir, c'est que l'arborisation des neurones va se développer plus rapidement chez les mâles que chez les femelles, mais à la fin, on se rattrape. Et simplement, c'est presque. Alors, est-ce qu'on observe justement une différence entre les hommes et les femmes, entre les petits garçons et les petites filles, justement quand on parle de cette maturation qui ne se produit pas à la même vitesse dans l'enfance? Est-ce qu'on l'observe aussi concrètement? Est-ce que c'est des choses qu'on voit Oui. Alors, c'est des choses qu'on voit au niveau du développement psychomoteur. Il y a des différences, même si elles sont légères, mais on les remarque quand même. C'est vrai que, par exemple, d'un point de vue de la maturation cérébrale, actuellement, on travaille sur ce concept-là. Un cerveau arrête de se développer, c'est-à-dire être une certaine maturité à l'âge de 25 ans, 24, 25 ans. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, les filles maturent plus vite, même vers l'âge de 18-20 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une différence en termes un peu peut-être biologiques, c'est ce qu'on vient d'entendre. Par contre, c'est vrai que l'évolution, elle est beaucoup plus fine d'un point de vue comportemental, d'un point de vue même maturité, responsabilité, une certaine finesse de faire des choses, un certain affect. C'est vrai que les filles expriment plus d'affect, plus un côté émotionnel. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir un peu, je pense, la différence homme-femme, d'un point de vue de la santé mentale. C'est vraiment cette expressivité par un côté émotionnel, par un côté verbal, alors que les hommes ou les garçons, ce n'est pas ces expressions émotionnelles, plutôt ce sont des expressions comportementales, des expressions de prise de risque, des expressions de montrer qu'ils appartiennent à une sorte d'un groupe de pairs, pour montrer qu'ils arrivent à une phase d'adulte. Et c'est vrai que l'adolescence, finalement, il y a des éléments communs, mais il y a aussi des nuances entre garçons et filles, mais je dirais, c'est toujours le même objectif, parce que l'adolescence, c'est vraiment quelqu'un qui va se dire « je suis grand, je suis fort, je peux m'exprimer », mais qui reste extrêmement dépendant. Et c'est toute cette ambivalence, on retrouve un peu en clinique, de par un peu cette ambivalence d'attitude, je peux faire face, mais je reste extrêmement dépendant. Et c'est ce que les parents doivent comprendre aussi par rapport pour gérer ces nuances, d'une façon générale, par rapport à l'adolescence, et pour gérer aussi ces différences filles-garçons. Oui, pardon, je vous ai coupé, Pascal. Je voulais juste rebondir pour parler des mécanismes synaptiques, puisque c'est le cœur de notre recherche, en fait. Okay. Juste pour rappeler, les synapses, c'est les liens de communication entre deux neurones. Ce qui relie deux neurones, c'est un peu le petit espace entre les neurones. Tout à fait. Et donc, au cours de nos années de recherche, ce qu'on a pu voir, c'est que dans différentes structures, donc par exemple l'amygdale qui est impliquée dans l'anxiété, l'insula qui est impliquée dans l'interoception, on voit des différences entre les mâles et les femelles, notamment dans la maturation de l'architecture des neurones. Et ça va se répercuter sur la plasticité de ces synapses. Alors, qu'est-ce que la plasticité synaptique? En fait, c'est la modification durable de la communication entre les neurones au niveau de ces synapses. Et quand on dit durable, ça veut dire que ex vivo, elle peut durer quelques heures, selon les stimulus, et in vivo, ça peut durer plusieurs jours. Donc, en fonction de l'expérience, des stimuli extérieurs, ces synapses vont être soit potentialisées, soit déprimées. Et ce que l'on a pu voir, c'est que il existe donc une potentielle dépression à long terme qui est de type endocannabinoïde, peut-être qu'on reviendra à ça plus tard, et qui en fait se développe dès le stade juvénile chez les femelles, elle est présente. Par contre, chez les mâles, il faut attendre que l'adolescence soit là pour voir cette dépression, ce changement de plasticité synaptique.
Et ce qui est quand même très étonnant et je trouve extraordinaire, c'est que quand on regarde cette plasticité chez l'adulte, chez les femelles, elle passe par l'intermédiaire, là je vais parler mécanistique, par l'intermédiaire des récepteurs au piment, et chez les mâles, elle va passer par l'intermédiaire du récepteur au cannabis. Récepteur au piment, je répète, bien entendu, mais récepteur au piment et récepteur au cannabis, on est bien d'accord. Donc c'est les récepteurs qui sont impliqués dans l'effet qu'on ressent en mangeant du piment ou en fumant du piment. Alors bien sûr, c'est pas les récepteurs. Oui, c'est pas sur la langue. Mais ils appartiennent à cette famille. Et donc ça, déjà, phénoménologiquement, c'est très intéressant. Et en plus, ça pose la question. 2 fois plus de dépression chez les femmes, au moins 1,5 fois plus. Mais c'est vrai que c'est un problème un peu d'expressivité, c'est que, encore une fois, les femmes, on peut toujours s'imaginer de gérer une charge mentale qui est beaucoup plus importante. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités, mais encore une fois, c'est vrai que les femmes gèrent avant tout avec un côté émotionnel, un côté verbal, un côté expressif, un côté affectif. Alors est-ce que c'est prédéterminé d'un point de vue génétique? Certainement, mais en tous les cas, c'est une sorte d'expressivité. Et c'est vrai, dans les différentes cultures, on le voit aussi, parce qu'il y a différences culturelles selon le milieu d'éducation, selon la culture, mais on retrouve les mêmes choses. Les hommes, ils gèrent avec autre chose, moins avec des mots, moins avec des affects. On ne montre pas, on doit être fier, l'homme doit être fort. Et je pense que ce sont tous ces déterminants sociétaux qui influencent aussi les comportements pour presque un peu ne pas se permettre des pressions. C'est vrai que dans des pays presque en voie de développement, peut-être en dehors des pays occidentaux, l'expression dépressive, presque elle n'est pas permise. On parle de dépression masquée, on parle d'autres phénomènes, mais c'est des choses un peu qu'on remarque actuellement, qu'on arrive à concevoir. C'est vrai qu'en comprenant beaucoup plus les structures cérébrales et leur maturation, on arrive à comprendre beaucoup plus. C'est une expression qui est complètement différente, mais moi je suis convaincu que ça reste exactement la même chose. Un homme, il peut déprimer, mais d'une autre façon, avec une autre expressivité, beaucoup plus de prise de risque, beaucoup plus de passage à l'acte et beaucoup plus de conduite addictive. Donc c'est des équivalents quelque part. On compense cette idée qu'on est vraiment un bonhomme et qu'on n'est pas dépressif par d'autres comportements qui ne sont pas forcément... L'intelligence artificielle, et puis surtout, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que très souvent, à travers des médias, on aurait tendance à considérer que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas la photo média. On va essayer d'établir en tout cas cette situation et de souligner, de ramener bien évidemment un mathématicien, Alan Turing, en 1950, qui publie un article extrêmement important sur le fameux test de Turing, et qui ouvre bien évidemment un champ de réflexion extrêmement intéressant sur le rôle en fait, de l'intelligence artificielle, ouvrant en fait sur l'intelligence artificielle forte, dotée de conscience, et l'intelligence artificielle faible, dotée bien évidemment d'une capacité pour pouvoir traiter et analyser ici un certain nombre d'informations. Et toute cette intelligence artificielle, elle va nous aider à mieux comprendre, mieux déceler, identifier des modèles, pour pouvoir faire en sorte que dans le domaine du médical, on détecte au travers de l'imagerie des tumeurs cancéreuses, des éléments en tout cas de fracture, qu'un professionnel de santé peut-être à l'œil nu n'aurait pas directement décelé. Donc il ne peut pas voir parce que c'est tellement petit. Qui ne peut pas voir, et c'est bien évidemment ici un élément qui aide à la prise de décision et au diagnostic médical. Et très souvent aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est quand on est médecin radiologue, on utilise bien évidemment ces solutions, et on est très souvent aussi sous le joug, d'un biais, en disant qu'il y a un biais de satisfaction, on a identifié bien évidemment cette fracture, etc. Mais on peut oublier de voir aussi un certain nombre d'autres types d'informations. C'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle va aider le professionnel de santé à prendre cette décision et à accompagner correctement le patient. Et il y a bien évidemment aussi dans le registre de l'intelligence artificielle différents domaines, différentes, si vous voulez, un peu comme des boîtes à outils qui vont permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ici tous les enjeux que l'on puisse faire. En fait, si je dois donner une comparaison pour vulgariser un peu l'approche, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme un enfant. Et il y a différents âges. À différents âges, on commence à apprendre des mots. Et de ces mots, en tout cas, on va apprendre en tout cas à former des phrases. De cette phrase, on va donner du sens. Et en fait, cette évolution de l'intelligence artificielle va nous permettre de développer de plus en plus de sens et une compréhension extrêmement profonde. Et après, quand c'est un sale gosse qui nous répond. Et c'est bien ça, ça vous fait des questionnements extrêmement importants aussi à ce sujet. Aïda, quelques mots en complément sur cette présentation de l'IA. Oui, en fait, c'est tout à fait pertinent de remettre le contexte de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est démocratisée et fait partie de notre quotidien, mais elle ne date pas d'hier. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des fonctions mathématiques à la base qui sont utilisées pour résoudre des problématiques ou pour accéder à des informations
que le cerveau humain ne peut pas analyser en autonomie. Donc ça répond tout à fait à votre remarque initiale qui est ça permet de voir ce qu'on ne peut pas voir et aller chercher des signaux, des informations, des paramètres, des indices qui vont passer à la trappe lorsque c'est le praticien, quand on parle de l'application en santé, qui analyse ce type de données. Et ça permet aussi d'ouvrir un champ large pour analyser de façon exhaustive et intégrative des données qu'aujourd'hui auxquelles on peut accéder grâce aux technologies, les machines, l'imagerie, mais il faut des outils en face pour pouvoir appréhender ces informations-là et en tirer l'information pertinente qui, demain, sauvera la vie d'un patient. Donc, Marco, il y a de l'information qu'on extrait de populations assez larges et donc qui permettent de tirer des conclusions, par exemple, sur le développement d'une maladie, d'une épidémie, et puis après l'information qui va directement être bénéficiaire pour le patient qui est devant vous, qui est devant son médecin. Oui, et ce qu'on cherche, c'est une synergie entre ces outils extrêmement puissants d'intelligence artificielle et aussi toute la connaissance médicale, justement, des spécialistes. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle en soi qui arrive à résoudre complètement un problème de diagnostic, de suivi, mais c'est justement grâce à l'intelligence artificielle qu'on augmente les potentialités des spécialistes pour leur donner des indices qui sont extrêmement difficiles à détecter, et même si on les voit, c'est très difficile à les quantifier. Est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est suffisamment pathologique pour justifier un traitement ou pas? Et donc tout ça a besoin aussi de toute l'expérience et la connaissance du monde du médical, du monde aussi des traitements, des systèmes de santé, pour permettre à un médecin de fournir la meilleure réponse, le meilleur traitement aux patients. Votre domaine, Marco, c'est l'imagerie. Donc, c'est un des premiers domaines dans lesquels on a parlé d'intelligence artificielle en médecine. Quel est son champ d'activité? Quels sont ses bénéfices? Quelles sont ses limites? Bref, tout ce qu'on veut savoir sur l'IA imagerie aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, on pourrait rester là toute Ah non, Vraiment, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'imagerie médicale? Il y a plein de choses, parce que d'abord, dans les données, par exemple, des résonances magnétiques, donc l'IRM, on s'intéresse à la forme. Et donc, on a des outils qui sont capables de détecter des changements subtils, en fait, des formes. Par exemple, on peut penser à des maladies neurodégénératives, telles que l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Donc, on a une perte des neurones qui les amène justement au changement, en fait, de forme du cerveau. On peut codifier tout ça de façon extrêmement subtile au cours du temps. Et dès le début de ces modifications, il faut quand même qu'il y ait une masse suffisante de perdus, par exemple, pour que ça se voit. Ça se chiffre comment? Ça chiffre, il y a des méthodes, par exemple, qui sont capables de modéliser la géométrie, par exemple, de la surface du cerveau. Et donc, on est capable de suivre, au cours du temps, le changement de la géométrie. Et donc ça, c'est extrêmement passionnant parce qu'il y a un lien assez fort avec les mathématiques. Mais peut-être pas que ça, en fait, parce qu'il y a aussi des autres types d'imagerie. Par exemple, par l'imagerie tête, on est capable de quantifier. C'est quoi? C'est tomographie par émission de positrons. Voilà. Et donc, on injecte des traceurs aux patients, et ces traceurs, ils ont la capacité de se lier à des molécules. Et donc, on est capable d'avoir des images qui représentent, par exemple, combien d'oxygène est consommé par le cerveau. Et nous donne une idée de la fonctionnalité du cerveau. Donc, si on a une maladie neurodégénérative, on voit moins de consommation d'oxygène parce que ça marche moins bien le cerveau. Et on peut quantifier combien de protéines pathologiques il y a dans le cerveau qui se sont déposées pour cette maladie. Et donc, on commence à voir différents types d'imagerie, différents significats anatomiques, chimiques. Et on a besoin justement, c'est très difficile à interpréter à l'œil en fait tout ça et donner un cadre spécifique pour un patient. Donc c'est là où on a besoin justement des méthodes puissantes comme l'intelligence artificielle. Il y a des pathologies, alors on sort complètement du cerveau, mais je pense à l'arthrose, où les modifications radiologiques sont assez souvent décorrélées des manifestations de la maladie. Est-ce que pour les maladies neurodégénératives, l'IA vous permet justement de refaire une corrélation entre l'état du dysfonctionnement et les pertes neuronales, par exemple?
Oui, c'est ça le but en fait. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup, parce que justement, il y a tous les profils cliniques et on peut aller jusqu'à la génétique, donc assez profonde en fait, à la phénotypisation du patient, pour justement chercher d'améliorer en fait, l'interprétation de ce qu'on voit qu'aujourd'hui on a du mal lié à la progression des maladies. Vous, votre domaine AIDA, c'est du cancer, notamment le cancer du foie. Donc, quels sont vos travaux et qu'est-ce que l'IA apporte pour le dépistage de cette maladie? Chez Ariabio, on travaille sur un autre type d'imagerie. C'est l'imagerie histologique, c'est-à-dire on va regarder la composition du tissu et plus précisément des tumeurs sur lesquelles on va obtenir des images. Et on développe des réactifs qui vont se coller spécifiquement à des composants du tissu, à des cellules spécifiques, des cellules immunitaires qui vont défendre l'autre, des cellules tumorales, des cellules de vaisseau. Et il y a plusieurs centaines de types de cellules dans un seul tissu, dans Parce un que seul environnement. un cancer, c'est une mosaïque de tissus, de cellules différentes. Hein. C'est un micro-environnement qui est composé de différents éléments, de vaisseaux, de nerfs, de cellules immunitaires, de fibres, de tissus conjonctifs, de cellules tumorales qui sont différenciées d'autres types cellulaires. Et pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans ce micro-environnement, il faut pouvoir voir tous ces éléments-là. Donc on développe des réactifs justement qui vont cibler ces différents composants pour pouvoir les visualiser sur une image. Et pour vous donner un exemple, on parlait de chiffres tout à l'heure, une image d'une tumeur, on peut avoir plusieurs millions de cellules et d'objets, d'éléments, de fibres qui sont présents et qu'on doit analyser avec plusieurs centaines de phénotypes différents. Et notre objectif, c'est d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est des marqueurs qui sont présents dans cette image et qui vont être associés à une réponse. Ça peut être une récidive, ça peut être une réponse à un traitement ou une résistance à un traitement. Et ça peut être aussi une typologie de la tumeur. Ça permet de classifier le type de tumeur pour mieux prendre en charge les patients. Et tout cela, c'est une méthodologie qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. Parce qu'une tumeur, ça va être différent d'une personne à une autre, d'un organe à un autre. Et il est important d'avoir un maximum d'informations pour mieux la qualifier et mieux définir la prise en charge de chaque patient. Et on parlait tout à l'heure de masse de données à appréhender. C'est là où, du coup, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre en charge toutes ces informations-là, auxquelles on va rajouter des informations sociodémographiques, cliniques, l'âge, l'historique du patient. Et la combinaison de l'ensemble nous permet justement d'identifier des signaux ou des marqueurs, des biomarqueurs, qui vont être soit des signaux de récidive, de réponse au traitement. Ils vont devenir des signifiants. Exactement. On va revenir après sur les réponses positives, et justement pour les patients, leur traitement. Loïc, vous travaillez aussi sur tous ces signaux-là, dont la voix. On voudrait savoir ce que vous cherchez sur la voix. Pour la voix, et on va repartir sur les maladies neurodégénératives, notamment sur la maladie d'Alzheimer. Marco en fait faisait état bien évidemment de l'analyse en imagerie médicale, IRM, etc. On a bien ici une logique, on a déjà pris en charge le patient. On peut se poser la question si on a, il n'y aurait pas des signaux faibles en tout cas qui vont nous permettre de mieux prendre en charge, de mieux déceler ici l'éventuelle dégradation de l'état de santé du patient. Et donc au travers de la voix, par les achoppements en tout cas que puissent avoir les personnes, par les difficultés à s'exprimer, par le débit en tout cas de la voix, par l'intensité, tous ces éléments-là vont avoir un effet pour aider à comprendre les premiers signaux de dégradation de l'état de santé d'un individu. Donc quand c'est pris en fait, est mis en perspective dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ça constitue ici un moyen de prendre en charge différemment les patients en amont, bien évidemment, en ce cas de la survenue de la maladie. Expliquez-moi, parce que pour moi, une voix, une empreinte vocale, c'est évidemment personnel. Donc comment la machine, oui je dis la machine, un terme un peu générique, peut déceler une modification alors que la voix d'origine n'a pas été enregistrée au préalable, donc il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de référent, mais en tout cas on a entraîné des modèles et on voit aussi sur des maladies comme la dépression où certaines entreprises ont travaillé depuis maintenant une quinzaine d'années à entraîner en fait ces modèles, comprendre en tout cas quels pouvaient être les changements qu'il puisse y avoir dans cette voie et qui vont aider les chercheurs, à nouveau au travers de ces signaux faibles, à développer des modèles qui vont permettre une meilleure prédiction, une meilleure qualité. Ça pourrait être un ralentissement, ça peut être ce ralentissement, ça peut être cette difficulté à trouver les mots. Oui. Et en l'espace en tout cas de points d'inférence préalable, on va pouvoir se dire ok, là il y a un changement
vis-à-vis de l'état de santé de cette personne. Ça veut dire que vous suivez l'évolution, mais que vous n'êtes pas en amont en train de dire tout d'un coup la voie a changé. Il vous faut un référent quand même. Il faut quand même. Conditionnable, moins fiable, moins intelligente et tout ça. Et donc avec plus d'effets placebo. Donc, si vous connaissez l'effet placebo, l'effet nocebo, c'est une aggravation à l'arrêt d'un traitement qui n'est pas un véritable traitement. Donc, on parlera aussi un petit peu de ça. C'est un peu le miroir de l'effet placebo. Et c'est un autre effet que, comme l'effet placebo, en réalité, a des bases neurobiologiques qui sont bien établies. C'est-à-dire que cette réponse à un traitement qui n'est pas un traitement, c'est une véritable réponse. Notre corps, quand on est convaincu qu'on est en train de prendre un traitement, réagit. Et la chose plus intéressante et plus fascinante, c'est qu'il réagit en fonction du type de traitement. Par exemple, si moi je suis dans un essai thérapeutique avec un antidouleur, j'ai produit des antidouleurs. Si je suis dans un essai thérapeutique pour un médicament contre la dépression, j'ai produit le neurotransmetteur qui est carrément dans la dépression. Donc, notre corps, non. Et le cerveau, d'ailleurs. Exactement. Donc, la puissance de notre cerveau, qui est capable de créer des médicaments juste avec l'impression qu'on a des médicaments. Mais, est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus sensibles que les hommes? Là, on va voir quelles sont les véritables différences qu'on peut avoir concernant l'effet placebo. Par exemple, ça varie en fonction du type de traitement. Notre cerveau, plus le traitement il est invasif, c'est-à-dire parce qu'une pilule, par exemple une injection ou une chirurgie, plus le traitement est invasif, plus il y aura d'effets placebo. Là, je vous ai mis un exemple, parce que moi je travaille dans les maladies rares, sur comment l'effet placebo peut véritablement impacter les essais thérapeutiques. Il s'agit d'une maladie qui s'appelle myasthénie, qui est une maladie rare, mais qui est quand même assez fréquente. Et là, il y a une explosion de médicaments sur la myasthénie. Et donc, il y a eu plusieurs boîtes qui ont expérimenté. Et les dernières boîtes qu'ils ont expérimentées, donc plus récemment, ils ont eu des énormes effets placebo. Et pourquoi? Parce que en Europe, il y avait plus de personnes disponibles pour faire les essais. Et donc, ils ont commencé à aller voir dans l'Europe de l'Est, l'Asie, etc., avec des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller voir un médecin. Et par conséquent, en rentrant dans les essais thérapeutiques, voyaient plus souvent le médecin, et donc ils avaient un majeur effet placebo. Ce qui a failli un petit peu ruiner les résultats des études. On a des études qui montrent qu'en fonction de nos gènes, de notre génétique, on peut être plus ou moins sensible à l'effet placebo. On sait que plus la maladie est sévère, moins on a l'effet placebo, parce que notre cerveau n'est pas capable, ne croit plus à des médicaments qui ne sont pas des véritables médicaments. Et ça a été observé dans le douleur de la maladie psychiatrique. Et même si, comme vous le disiez, on peut avoir des traitements plus lourds, comme une injection, ou voilà, il y a des instants où la pathologie est plus grave, on n'y croit pas. Oui, d'accord. Et aussi, quand on est plus vieux, on croit moins à l'effet placebo, pour différentes raisons. D'un côté, parce que on est plus habitué, donc on a des mécanismes d'habitude, donc nos émotions sont moins fortes, on produit moins de neurotransmetteurs une fois qu'on est stimulé. Et de l'autre côté, c'est qu'on peut être plus sévère, parce que plus on est âgé, plus on a d'autres maladies de l'état, beaucoup de maladies. Et une dernière chose, c'est parce qu'on peut avoir un léger déclin de la fonction de notre cerveau, de notre fonction cognitive, et donc on est moins sensible. De l'autre côté, les jeunes peuvent être beaucoup plus sensibles parce qu'ils sont plus positifs, plus influençables et tout ça. Et on peut avoir aussi des variabilités culturelles. Par exemple, ça dépend de la valeur du médecin. Par exemple, certaines cultures font plus confiance aux plantes qu'aux médicaments. Ça dépend aussi de la perception qu'on a par rapport aux médicaments. Et donc, vous voyez une quantité de facteurs qui varient pour la réponse placebo, qui peuvent être variables en fonction de la maladie et des endroits où on fait des expérimentations. Et
de temps en temps, on parle aussi, dans plusieurs études, de l'influence du sexe. Alors, au début, on pensait que vraiment, ce qu'on a dit avant, c'était les femmes qui avaient le plus d'effets placebo. Et il y avait toute une série d'explications dans ce sens. Et après, on s'est aperçu dans le temps que, quand les études ont été refaites sur un nombre plus large de patients, etc., ce n'était pas du tout vrai. Et donc là, maintenant, on a des publications sur des journaux pas très fiables qui continuent à dire encore des choses dans ce sens, mais au niveau général, on pense que l'effet placebo, ce n'est pas lié à le sexe. Une chose intéressante qui est ressortie, c'est par contre que peut avoir une variabilité des réponses placebo par rapport au sexe du médecin. C'est-à-dire que si le médecin qui vous dit propose le médicament que vous allez expérimenter est un médecin de l'autre sexe, on a plus la tendance à lui croire. On ne sait pas pourquoi. Plus le médecin est âgé, plus il a d'expérience, plus on a des cheveux grisonnants, on va dire, plus on lui croit. Et on peut dire, si le patient a un médecin dont il fait confiance, elle a tendance à lui croire beaucoup plus que s'il voit un médecin pour le première fois. Et là aussi, donc, Sabrina, donc, plus de confiance lorsque le médecin est de sexe opposé. Donc voilà, il n'y a pas plus de confiance lorsque le médecin est un homme, par exemple. Non, c'est vraiment... Non. Très bien. Les femmes font plus confiance aux hommes et les hommes font plus confiance aux femmes. Très bien. On est égal. La chose. Après, sur les hommes, ils ont plus besoin qu'on leur explique, donc une verbalisation plus longue par rapport aux femmes qui ont plus besoin on peut dire vraiment de l'empathie vis-à-vis du médecin. D'accord. Donc les patients demandent plus d'explications et les femmes plus d'empathie, oui, de... En gros, si tu veux convaincre un homme, il faut lui parler le plus longtemps possible. Et avec des termes très techniques. Voilà. Tandis qu'une femme est plus sensible à l'empathie, à ce qui se passe entre les deux personnes, qu'à la verbalisation, etc. Et donc, si c'est vrai que il n'y a pas de véritable différence entre la femme et l'homme, on a ça c'est un petit problème, on a une véritable différence dans l'accès à la santé pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, moi je travaille dans les maladies rares et il a été montré dans une enquête associative que les femmes subissent beaucoup plus d'erreurs diagnostiques par rapport à les hommes et leur erreur diagnostique est prolongée et sont pris en charge beaucoup plus tard, presque 2 fois plus tard par rapport aux hommes. On peut s'arrêter quelques instants. Quels sont justement les facteurs qui expliquent ce retard, à la fois dans le diagnostic et puis aussi les erreurs, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, on a un peu la tendance à sous-estimer la parole des femmes. Donc, sauf si on est devant une situation très sévère, on a toujours l'impression que la femme, quand elle dit qu'elle a mal, ou elle est fatiguée, ou elle a des petites problématiques qui ne sont pas évidentes, elle est sous-estimée. Et donc, et puis, si la femme va plus souvent voir le médecin généraliste pour faire de la prévention, donc les femmes sont très bonnes en prévention, après elles sont moins prises au sérieux et sont moins traitées une fois qu'il y a des maladies plus sévères. Et en particulier, il a été montré aussi dans les maladies cardiaques. Par exemple, quand un homme arrive aux urgences et qui dit « j'ai mal à la poitrine, je ne me sens pas bien, etc. », il est tout de suite cru et on lui fait tout de suite un électrocardiogramme, on le prend en charge. Tandis que la femme, il est beaucoup moins cru. Donc c'est ce qui amène un retard de prise en charge et un retard aussi à des problématiques de surmortalité chez ces personnes. Et la même chose, ça vaut pour un certain nombre de pathologies, comme le cancer et aussi comme l'autisme. Sauf que dans le cancer, étant donné que la femme est très bonne en prévention, et que le cancer le plus fréquent, on le sait, c'est tous les cancers de la sphère gynécologique, dans lesquels on a des campagnes qui ont été menées surtout par les femmes, ou les femmes, on arrive à compenser un tout petit peu.
Il y a aussi des différences au niveau de... on ne s'aperçoit même pas. Les femmes elles ont beaucoup plus d'effets secondaires des médicaments parce qu'elles sont de plus petits gabarits et que normalement, quand on établit un dosage de médicaments dans une essai thérapeutique, on fait en moyenne et on ne tient pas compte du fait que parfois les femmes elles sont plus petites, plus maigres et donc du coup ils auraient besoin de moins de médicaments par rapport à des hommes qui sont plus costauds. Il y a aussi une biodistribution du médicament qui est différente par rapport au fait que les femmes ils ont un peu plus de graisse que les hommes, donc ils retiennent le médicament plus longtemps, qui peut générer des effets secondaires, et aussi que les hormones féminins, les estrogènes et le progestérone, en fonction de la phase du cycle,